Le 6 juin 1944 fut l'un de ces jours où l'histoire de l'humanité aurait pu basculer à jamais. À l'aube, les côtes de Normandie virent débarquer plus de 160 000 soldats alliés qui traversèrent la Manche depuis l'Angleterre vers la France. Leur objectif: ouvrir un second front contre les nazis en Europe. Si tout se passait bien, la victoire sur Hitler et ses troupes se rapprocherait. En cas d'échec, l'avenir de l'Europe et du monde entier tiendrait à un fil. Les Alliés le savaient. C'est pourquoi ils lancèrent la plus vaste invasion amphibie et aéroportée de l'histoire militaire, une opération baptisée Overlord. Depuis 1941, Joseph Staline pressait les Alliés d'ouvrir un second front en Europe occidentale. Toutefois, ce n'est qu'en 1943, lors de la conférence Trident tenue à Washington, D.C., que Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt décidèrent d'entreprendre l'invasion. Un an plus tard, la carte de la guerre ressemblait à un puzzle. À l'Est, l'Union soviétique avait arrêté la Wehrmacht, au prix d'un coût humain colossal. En Méditerranée, après le succès allié en Afrique du Nord, la campagne d'Italie progressait. Chaque nuit, des centaines de bombes s'abattèrent sur l'Allemagne, frappant usines, transports et morale de la population. Mais aucun avion ne pouvait occuper une ville. Or, reprendre les villes capturées par les nazis était indispensable pour gagner la guerre. À ce stade, les dirigeants alliés jugeaient l'invasion nécessaire pour des raisons à la fois militaires et politiques. Les soviétiques insistaient. Sans débarquement à l'ouest, la guerre s'éterniserait et la carte d'après-guerre en serait changée. De leur côté, Churchill et Roosevelt partageaient la nécessité d'une offensive qui réintroduirait des armées alliées sur le continent, couperait les lignes d'approvisionnement allemandes et rendrait à des peuples entiers la possibilité de se libérer. Le nom stratégique de cette grande campagne fut Overlord. Pour la conduire, le général américain Dwight D. Eisenhower fut nommé commandant du quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. Parallèlement, le général britannique Bernard Montgomery prit la tête du 21e groupe d'armées, qui rassemblait toutes les forces terrestres engagées dans l'invasion. La première phase consistait en un débarquement amphibie et la création d'une tête de pont sûre, point d'appui à partir duquel les troupes alliées avanceraient vers l'intérieur de l'Europe. Cette mission reçut le nom de code Opération Neptune. Avant l'invasion, les Alliés déclenchèrent une campagne de bombardement destinée à détruire la production aéronautique allemande, son approvisionnement en carburant et à isoler le nord de la France. Les bombardements furent dispersés pour ne pas trahir la localisation des points de débarquement. En outre, des manœuvres de diversion furent planifiées pour empêcher les nazis d'identifier le lieu et la date de l'offensive. Les Alliés mirent en scène un jeu d'ombre, l'opération Fortitude. Ils créèrent de fausses divisions avec des chars gonflables et des avions en bois qui trompèrent la reconnaissance aérienne, des antennes qui n'émettaient à personne mais semblaient très actives et des radios diffusant des conversations crédibles. L'objectif était de convaincre le commandement allemand que le coup principal porterait sur le Pas-de-Calais, l'endroit le plus étroit de la Manche. Les Alliés mirent aussi sur pied un fictif premier groupe d'armées américain, supposément cantonné dans le Kent et le Sussex, et placé sous les ordres du général George Patton. Dans le même temps, un réseau d'agents doubles abreuvait le renseignement allemand de fausses informations. L'espion catalan Johan Pujol envoya des centaines de messages rédigés par les services britanniques pour persuader le haut commandement allemand que l'attaque aurait lieu à Calais au mois de juillet. Eisenhower, cependant, avait fixé l'assaut au 5 juin. Le 4 juin, les conditions météorologiques étaient défavorables. Le centre météo de la Luftwaffe à Paris annonça 2 semaines de tempête. Nombre de commandants de la Wehrmacht quittèrent donc leur poste pour assister à des manœuvres à Rennes et de nombreux soldats obtinrent des permissions. Le maréchal Erwin Rommel, pour sa part, était rentré en Allemagne pour fêter l'anniversaire de son épouse et rencontrer Hitler. Mais les Alliés dominaient l'Atlantique et disposaient de prévisions plus fiables. L'équipe météo, dirigée par le capitaine James Stagg de la Royal Air Force, estima que le temps s'améliorerait suffisamment pour lancer l'invasion le 6. Avant le combat, Eisenhower adressa une lettre d'encouragement aux troupes alliées. « Vous êtes sur le point d'embarquer pour la grande croisade, pour laquelle nous nous préparons depuis des mois. Les yeux du monde sont tournés vers vous.
Les espoirs et les prières des peuples épris de liberté vous accompagnent partout. Aux côtés de nos vaillants alliés et compagnons d'armes sur les autres fronts, vous parviendrez à détruire la machine de guerre allemande, à abattre la tyrannie nazie qui pèse sur les peuples opprimés d'Europe et à assurer notre sécurité dans un monde libre. Avant minuit, environ 1200 aéronefs, sous la direction du maréchal de l'air Trafford Leigh-Mallory, quittèrent l'Angleterre pour déposer 24 000 soldats répartis en 3 divisions sur leur zone de saut, derrière les lignes ennemies. Dans le même temps, sur mer, l'opération Neptune rassembla la plus grande armada de l'histoire navale. 6 939 bâtiments appareillèrent de Southampton, Plymouth, Weymouth et Portsmouth vers les côtes de Normandie, transportant plus de 130 000 hommes. À leur tête, Sir Bertram Ramsay divisa la flotte en 2. La force navale occidentale, sous les ordres de l'amiral Alan G. Kirk, devait appuyer les troupes américaines de la première armée, chargées d'attaquer les plages d'Omaha et d'Utah. La force navale orientale, commandée par Sir Philip Vian, appuierait les troupes anglo-canadiennes de la deuxième armée, qui devaient prendre Gold, Juno et Sword. Le jour J avait commencé. Entre 2h et 4h, 18 navires et un groupe de bombardiers Lancaster s'approchèrent du cap d'Antifer pour larguer des rubans, windows, et faire fonctionner des équipements radio et radars à 10 km des côtes françaises. Parallèlement, un autre groupe de 12 bâtiments et des bombardiers Short Stirling réalisaient les mêmes actions près du Pas-de-Calais. Leur but était de détourner l'attention des défenses allemandes. À 5h45, 5 cuirassés, 20 croiseurs, 65 destroyers et 2 monitors commencèrent à bombarder le littoral français pendant 40 minutes. À 6h30 débutèrent les assauts principaux. La plage d'Utah était défendue par la 709e division d'infanterie allemande qui disposait de 7 points fortifiés et de 20 batteries. 2 batteries d'artillerie positionnées à Montebourg et à Saint-Marcouf pouvaient ouvrir le feu sur cette plage, avec une portée d'environ 30 km. Le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., fils de l'ancien président des États-Unis, débarqua dans la première vague et constata que, sous l'effet de forts courants, l'état-major de la 4e division d'infanterie avait touché terre 2 km au sud du point prévu. 2 escadrons de chars duplex drive, conçus pour flotter, furent mis à l'eau à 3 km de la côte. Ces véhicules étaient équipés de 2 propulseurs et d'une jupe étanche destinée à protéger la mécanique. Les chars approchèrent en 2 vagues. La première comptait 12 chars, la seconde 16. Les soldats allemands, encore en train de se réorganiser après les bombardements, aperçurent les blindés ennemis qui se dirigeaient déjà vers la plage. Les chars amphibies prirent du retard et furent dépassés par les péniches de débarquement du 2e bataillon, qui menèrent l'offensive dans le secteur Uncle Red d'Utah. À 6h35, la première vague d'assaut atteignit Omaha. Les péniches transportaient 1450 soldats qui devaient parcourir environ 400 mètres sur le sable avant de trouver un maigre abri. Mais à Omaha, le bombardement préalable avait été inefficace et les Allemands étaient prêts. Dès que les péniches touchèrent terre, une pluie de balles s'abattit sur les Américains. Le carnage fut terrible. En 5 minutes, 90% des hommes de la première vague furent mis hors de combat, officiers compris. L'appui des chars fut quasi nul. 29 unités de duplex drive du 740 et 1e bataillon de chars ne résistèrent pas à la houle et sombrèrent. Seuls 58 atteignirent la rive. 10 minutes plus tard, à Utah, le 1er bataillon débarquait dans le secteur Tar Green, en même temps que les chars amphibies. Ceux-ci gagnèrent la plage et entrèrent immédiatement en action. La défense allemande arrosa la zone d'un feu intense, bientôt réduit au silence par l'artillerie américaine jusqu'à ce que la plage passe sous contrôle des États-Unis. Mais Omaha était un enfer. À 7 heures, 14 des 58 chars avaient déjà été détruits ou abandonnés. Les autres étaient coincés contre le muret anti-chars ou patinaient sur les galets. Le manque de puissance de feu empêchait l'infanterie d'attaquer les positions allemandes. En outre, 270 sapeurs devaient ouvrir 16 brèches sur la plage. Or, 27 minutes après le début du débarquement à Omaha, une seule était ouverte et la plupart des sapeurs avaient été fauchés. Au même moment,
un groupe de Rangers aborda la pointe du Hoc. Là, le 2e bataillon de Rangers reçut l'une des missions les plus audacieuses du jour J. Escalader les falaises sous le feu pour neutraliser une batterie de canons de 155 mm pouvant battre les 2 plages. Mais à 7h11, les Alliés crurent l'opération compromise. Les 500 Rangers qui devaient soutenir l'action à la pointe du Hoc furent redirigés directement vers Omaha. Le courant et les vagues retournèrent l'une des péniches alliées. Un seul membre d'équipage survécut. Les autres coulèrent sous le poids de leur matériel. Décimés et sans renfort, les Rangers débarqués à la pointe du Hoc furent accueillis par les mitrailleuses allemandes. Les premiers à fouler le rivage tombèrent, mais les autres poursuivirent l'assaut, utilisant des fusils lance-grappins et des cordes. Certains choisirent d'escalader à main nue, aidés de leurs couteaux, tandis que les Allemands leur lançaient des grenades et tiraient à la mitrailleuse. Les Rangers tombaient un à un sous le feu ennemi. Finalement, ils parvinrent au sommet grâce à des échelles de pompiers fixées aux péniches et à quelques cordes que les Allemands ne purent couper. 15 minutes plus tard, la pointe du Hoc était prise, mais les canons n'y étaient plus. Le lieutenant-colonel James Rudder organisa aussitôt la défense du périmètre tenu et appela son QG pour annoncer la réussite de la mission, le grand nombre de pertes et l'urgence de renforts. La réponse le glaça. « Bon travail. Désolé pour les renforts. Ils ont déjà débarqué à Omaha. » Les Américains n'étaient pas les seuls aux prises avec les Allemands. À 7h25, les troupes britanniques débarquèrent sur Gold. Les Britanniques lancèrent d'abord des chars spécialisés dits « funnies », capables de accomplir toute tâche, pour appuyer le débarquement de l'infanterie au plus vite. Mais lorsqu'ils atteignirent la grève, ils furent accueillis par le feu de la 716 division d'infanterie allemande, dotée de 500 mitrailleuses, 50 mortiers et 90 canons de divers calibres. Les Britanniques se mirent alors à pilonner la batterie allemande installée en bout de falaise et prirent ou détruisirent rapidement les positions. Les bataillons de la 50e division d'infanterie progressèrent lentement vers le village de la Rivière. Sur Sword, la situation ne différait guère. À 7h35, 25 chars Funnies furent lancés en première ligne contre les Allemands. Le feu adverse était nourri et les explosions pleuvaient autour des assaillants, faisant de nombreux blessés et morts. Malgré tout, ces Funnies accomplirent leur mission en détruisant des positions avant l'arrivée de l'infanterie. Néanmoins, la progression britannique sur Sword resta lente, freinée par les défenses du mur de l'Atlantique et par le feu allemand. C'est alors que le brigadier et noble écossais Simon Fraser ordonna au sonneur Bill Millin de jouer Highland Laddie. Lorsque le soldat Millin objecta en invoquant le règlement britannique, Lord Lovat lui répondit « Ah, mais ça, c'est la War Office anglaise. Toi et moi, nous sommes écossais, ça ne s'applique pas. » Quand les notes résonnèrent sur la plage, les soldats allemands cessèrent de tirer quelques instants, stupéfaits par un tel spectacle. Selon Maurice Chauvet, du 1er bataillon de fusiliers marins des forces françaises de la Libération, soudain, quand Millin se mit à jouer, les Allemands arrêtèrent de tirer quelques secondes. Je n'arrivais pas à croire ce que voyaient leurs yeux, ni ce qu'entendaient leurs oreilles. Sur Juno, cependant, la musique était celle des mitrailleuses. Les rochers face à Juno formaient une série de récifs extrêmement dangereux pour la navigation. Le mauvais temps retarda en outre le débarquement d'une demi-heure. Les Allemands eurent ainsi le temps de se réorganiser et de mieux préparer leur ligne de défense. Lorsque les péniches furent à bonne portée, les soldats nazis ouvrirent le feu avec mitrailleuses, mortiers et canons antichars. Les Canadiens se heurtèrent à un terrible mur de l'Atlantique, comme les Américains à Omaha. Sur 306 péniches, 90 furent détruites avant de toucher le sable normand. Les 7e et 8e brigades subirent de lourdes pertes et de grands retards, l'infanterie ayant débarqué avant les chars et dû fournir l'appui sous un feu intense. Les envahisseurs se trouvaient en outre devant des murs antichars de plus de 2 mètres qui barrèrent les accès et dissimulaient batteries et concentrations allemandes. L'appui des chars était donc indispensable si les Canadiens voulaient l'emporter. Les Landing Craft Tanks s'approchèrent au plus près pour limiter les pertes. Ce n'est que l'arrivée des chars qui permit de réduire les défenses allemandes une à une,
et l'infanterie put enfin progresser sur Juneau. L'invasion se déroulait bien à Utah. Les ingénieurs avaient ouvert des couloirs sûrs facilitant le débarquement et, à 8 heures, 1h30 après le début de l'opération, la 5e vague touche à terre. Un contretemps subsistait pourtant. Ayant débarqué au mauvais endroit, une seule route permettait d'accéder à l'intérieur depuis ce secteur. 30 000 soldats américains et 3 500 autres à débarquer paraissaient beaucoup pour une si petite voie. Malgré le risque d'embouteillage, le major général Barton décida de s'enfoncer dans les terres par l'unique route disponible. Entre-temps, les ingénieurs avaient fait sauter les obstacles anti-chars, ce qui permit aux troupes de quitter la plage et de poursuivre vers la Normandie. 2 heures après l'heure H, les chars franchirent la dune et se dirigèrent vers l'intérieur. Utah était un succès. À Omaha, la situation restait alarmante. Les troupes débarquées utilisaient comme abri les murs anti-chars qui, par endroits, s'étiraient sur 185 mètres. Ils étaient assez hauts pour dissimuler un soldat accroupi aux vues des défenseurs. À l'extrémité et de la plage, les hommes étaient contraints de rester couchés pour ne pas offrir de cible. Malgré cela, les obus allemands qui tombaient dans la zone faisaient de nombreuses victimes. Le sable d'Omaha se couvrit des corps des soldats fauchés par les balles et les explosions. Au fil des heures, la marée monta et beaucoup de blessés se noyèrent avant d'être secourus. Les survivants des 5 premières vagues tentaient de subsister dans cet enfer, fuyant les tireurs d'élite allemands qui s'acharnaient à éliminer officiers et hommes qui prenaient l'initiative. Les mortiers concentraient leurs tirs sur les rares véhicules ayant atteint la grève. Tout mouvement américain semblait impossible. Sur la plage, les rares véhicules encore intacts ne pouvaient se frayer un passage à travers ce chaos. Morts et blessés partout, carcasses en feu, casques, armes, munitions, vêtements et matériel abandonné donnaient l'image d'un désastre complet. Au QG, l'inquiétude grandissait. La défaite pointait à Omaha. Le major général Clarence Hübner, à la tête de la 1re division d'infanterie, demanda l'appui de l'artillerie navale. Plusieurs navires s'approchèrent alors à environ 800 mètres de la plage et ouvrirent le feu sur les fortifications ennemies. Vers 9h30, la situation commença à évoluer à Omaha, surtout à l'est, autour du secteur Fox, où le feu était moins dense. Un groupe de soldats se dirigea vers l'est, vers Port-en-Bessin, pour tenter de rejoindre les troupes alliées. Une demi-heure plus tard, des hommes des 1er, 2e et 3e bataillons du 16e régiment de la 1re division d'infanterie cherchèrent à ouvrir une brèche pour sortir de la plage. Ils se regroupèrent pour former une unité d'environ 200 hommes, un quasi-miracle. Protégés par l'épais panache de fumée des herbes en feu et munis de leurs masques à gaz, les Américains se frayèrent peu à peu un chemin. Depuis le croiseur USS Augusta, le général Bradley observait aux jumelles le déroulement du débarquement. Le rapport de la marine était accablant. À un moment, Bradley envisagea d'interrompre les renforts et de les détourner vers Utah, d'où parvenaient de bien meilleurs échos. Il comprit cependant que la seule manière de prendre Omaha était de continuer à envoyer des hommes. Tôt ou tard, les défenseurs allemands s'épuiseraient. C'est exactement ce qui se produisit. Tandis que les Américains continuaient à débarquer troupes et munitions, les réserves allemandes diminuaient sans renforts à l'horizon. Les renforts nazis ne vinrent pas parce que les généraux du Reich manquaient d'informations exactes et ne jugèrent pas nécessaire d'envoyer immédiatement des unités en masse sur la plage. Les divisions Panzer clés étaient en réserve et leur engagement dépendait d'autorisations venues de très haut. Ce matin-là, l'horloge joua contre le Reich. Hitler dormait lorsqu'arrivèrent les premiers rapports et la procédure de mise à disposition des réserves tarda. De plus, la météo avait convaincu Rommel qu'il n'y aurait pas de débarquement. Lui-même n'était pas en Normandie. Quand les réserves commencèrent à se mettre en route, elles se heurtèrent à un ciel dominé par l'aviation alliée et à un terrain saboté par les parachutistes. Ponts sautés, routes coupées, colonnes entières obligées de s'engager dans des goulots où les chasseurs bombardiers les attendaient. La 21e Panzer contre-attaqua près de Sword et aperçut un instant la mer, mais le feu naval et la pression sur les flancs l'obligèrent à se replier. Aux environs de 11 heures, les Allemands ne purent plus tenir, et des brèches s'ouvrirent. À la même heure, sur Gold,
Les sapeurs avaient ouvert la plupart des passages prévus dans les lignes défensives et les voies d'accès à l'intérieur. Cela permit un débarquement rapide et une avance britannique vers Port-en-Bessin à 12 km de la plage. Pendant ce temps, à Omaha, les Américains réduisaient une à une les positions allemandes dominant la plage. Le massacre cessa et véhicules comme renforts purent poursuivre le débarquement. Au même moment, sur Sword, l'avance vers le sud s'accélérait. Dans ce secteur, les Allemands étaient assez désorganisés et opposèrent une résistance moindre que sur les autres plages. Français et Britanniques débarqués à Sword purent progresser vers Ouistreham et s'emparèrent de la localité, bien qu'un fort allemand y tint encore 3 jours. Conformément au plan, Lord Lovat rejoignit les parachutistes de la 6e division au pont Pegasus et Orsa, près de Bénouville et de Ranville, respectivement. La BBC annonça « C'est le jour J ». Anne Frank l'écrivit dans son journal « Est-ce le début de la libération ? Là où il y a de l'espoir, il y a de la vie ». À 16 heures, Omaha était sous contrôle, même si les tireurs d'élite allemands continuaient de harceler. 1 heure plus tard, la route reliant Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Colville-sur-Mer était atteinte par plusieurs groupes de soldats américains, notamment des 115e et 116 régiments de la 1re division d'infanterie. La zone conquise en fin de journée s'étendait sur environ 9 km de long et 3 de profondeur. À la nuit tombée, le 6 juin, le mot « succès » n'avait rien d'une fanfare. C'était un devoir accompli, avec des astérisques. 5 têtes de pont étaient établies, mais la communication entre elles demeurait précaire. Utah s'enfonçait avec assurance dans l'intérieur, appuyé par l'action des parachutistes. Omaha tenait bon après avoir frôlé le désastre. Gold, Juno et Sword tenaient un terrain vital, même si la reprise de Caen restait un objectif à venir. Et les Rangers résistaient aux contre-attaques allemandes à la pointe du Hoc. Le bilan humain était rude. Fatigue, pertes, récits de courage et de peur, médecins à l'ouvrage sans relâche, ingénieurs ouvrant des sorties pour les véhicules, sapeurs traquant les mines. En mer, les cuisines rallumaient leur feu. À terre, les pelles ne cessaient de mordre. La journée avait assuré l'essentiel. Un pied ferme en France. Mais c'était une victoire fragile. Les Alliés avaient gagné le sable. Il leur restait à conquérir la campagne. Et la question qui flottait au-dessus des haies du bocage normand était simple et brutale. Sauraient-ils se frayer un chemin dans ce labyrinthe de talus et tenir face aux contre-attaques blindées qui ne manqueraient pas de venir à l'aube ?